Françoise. Donc, moi, je rappellerai aussi que Françoise Lejeune aurait pu aussi bien parler que moi de cette question, peut-être sous un autre angle, mais Françoise a publié avec notre collègue Michel Prun un ouvrage aussi qui s'appelle Le débat sur l'abolition de l'esclavage en Grande-Bretagne, qui est paru en 2008 chez Ellipse. Voilà. Donc, merci à tous les deux. Alors, je vais vous parler aujourd'hui du débat britannique sur l'abolition, mais pas uniquement du débat britannique. Je vais centrer... Ça va là, pas trop. Non, c'est bon là, voilà. je vais centrer... Non, vous ne m'entendez pas? Vous me dites, hein. Je vais centrer sur les Antilles britanniques. Voilà. Alors, j'ai commencé par vous mettre une petite carte pour vous donner un peu envie de voyager. Désolée, c'est une carte en anglais, mais alors vraiment, j'ai cherché et en français, je n'en ai pas trouvé. Alors, il me manque la petite souris, mais vous allez repérer, je pense, facilement, voilà. Bon, la Jamaïque, bien sûr, dont je vais parler beaucoup. Ici, voilà. Ah ben si, ça marche comme ça. Ouais. Ensuite, je vais parler beaucoup... non, un petit peu avant. Ensuite, je vais parler beaucoup de la Barbade, qui se trouve, qui est cette toute petite île au sud de la Martinique et de Sainte-Lucie. Ici, voilà, ici. Et je vais parler aussi un petit peu de Trinidad, mais un peu moins. Voilà, donc, et bien entendu, je vais faire quelques allusions à ce qui était autrefois la Dominique, enfin Haïti et la République dominicaine. Voilà. Voilà, c'est bon. Je crois que j'ai compris en fait que c'était... Merci beaucoup. Donc, alors ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y avait des différences très importantes entre la traite britannique et la traite française. Alors c'est vrai, j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques spécialistes du débat britannique ici dans cette salle. Voilà, les pauvres, donc... D'accord, très bien. Donc ils connaissent, hein, ils vont. Alors je vais essayer d'insister vraiment peut-être un peu plus sur ce... D'accord. Alors ce que je voudrais dire, c'est que quand on regarde ces chiffres, on s'aperçoit que la période de la traite britannique est beaucoup plus finalement intense et un peu plus courte parce que justement, normalement, elle a pris fin en 1807 que la traite française. Et si l'on compare, ce chiffre est parlant, vous voyez, entre 1633 et 1811, près de 10 000 expéditions britanniques, c'est-à-dire 2,7 millions d'esclaves. Bon, à peu près tout ça, il faut dire que ce sont des chiffres qui sont évidemment un peu approximatifs. Et entre 1670 et 1834, 3722 expéditions françaises. Alors, ce n'est pas pour nous consoler, mais enfin, il faut quand même reconnaître que la traite britannique a représenté au moins le double, hein, un peu plus du double de la traite française, donc avec 1,1 million, 1,2 million d'esclaves. Là, ce sont les chiffres donnés par Dorigny. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons, mais parce que, bien entendu, l'Angleterre était une puissance navale très forte, et ce, notamment depuis la fameuse victoire sur l'invincible Armada en 1588. Ensuite, si on fait un petit retour en arrière assez bref, mais en 1713, vous aviez le traité d'Utrecht, et ce traité d'Utrecht a donné à l'Angleterre l'assiento. Et vous savez que l'assiento, c'était ce système de contrat qui autorisait la traite des esclaves. Or, ce qui s'est passé, c'est que à partir de 1713, donc, l'Angleterre a obtenu ce monopole de l'importation des esclaves dans les colonies espagnoles. Et donc, elle a fait en quelque sorte la sale besogne, si je peux dire, pour les Espagnols. C'est pour ça aussi que ces chiffres sont assez énormes, assez considérables. C'est que cela inclut un grand nombre d'expéditions en fait, qui avaient lieu à partir de la Jamaïque jusque dans les colonies espagnoles. Donc je vais revenir à cela, mais ça c'est une particularité. Alors que la principale destination française des traites, c'était Saint-Domingue, hein, donc futur Haïti, du moins jusqu'à l'indépendance évidemment de 1804, eh bien pour l'Angleterre, les principales destinations étaient la Jamaïque, donc que j'ai pointé sur cette carte au début, et la Barbade. Hein, voilà, Jamaïque et Barbade, c'était vraiment les deux principales destinations, parce qu'il faut savoir que les colonies américaines n'ont représenté qu'environ 6% de la traite britannique. Donc, vous voyez, c'était essentiellement la Jamaïque et la Barbade. Et pourtant,
quand on regarde le nombre d'esclaves à la Jamaïque et le nombre d'esclaves à Saint-Domingue, eh bien, il y avait beaucoup moins d'esclaves à la Jamaïque qu'à Saint-Domingue. Alors, vraiment, à la Jamaïque, il n'y a jamais eu plus de 200, enfin, entre guillemets, hein, plus de 230 000 esclaves sur les plantations, au plus fort de l'activité sucrière, alors qu'à Saint-Domingue, il y en avait 550 000 en 1789. C'est pour ça que Marcel d'Origny a cette expression, il dit que vraiment Saint-Domingue était dévoreuse d'esclaves. Voilà, donc beaucoup plus effectivement que la Jamaïque. Alors, quand on parle des abolitions françaises et britanniques, vous voyez aussi qu'il y a des dates différentes. Alors, abolition française, ça veut dire, et ça on l'oublie souvent, mais 1794, c'est quand même Robespierre qui, le premier, a aboli l'esclavage. Bon, bien sûr, ça a été, on l'oublie, pourquoi? Parce que ça a été de courte durée, parce que comme vous le savez, en 1802, Bonaparte rétablissait l'esclavage. Bon, Napoléon Bonaparte, futur Napoléon. Et ensuite, on parle de 1848, avec bien sûr Victor Schœlcher, et là, c'est l'abolition. Et c'est vrai qu'on a moins tendance à séparer les problèmes de traite, d'esclavage, on parle de l'abolition. Bon, un peu plus en France, alors qu'en Angleterre, on fait vraiment la distinction, puisqu'il y a eu vraiment 3 dates, et là j'insiste sur les 3 dates, parce que souvent on ne pense qu'à 2. 1807 qui est l'abolition de la traite, et vous savez que c'est ce qui a été commémoré en Angleterre récemment. Bon, voilà, il y a eu de nombreuses commémorations en Angleterre et aux Antilles. Puis 1833-34, pourquoi? Parce que vous savez, en Angleterre, il y a les projets de loi qui deviennent loi. Alors le temps que ça se fasse, on est à cheval sur 2 ans. 1833-34, c'est l'abolition de l'esclavage dans tout l'Empire britannique. Mais si vous posez la question aux Antillais, si vous leur dites quand est-ce que l'esclavage a été aboli, eh bien, vous ne diront pas 1834, ils vous diront tous 1838. Parce que 1838, c'est réellement la fin de l'apprentissage. Et ça, je vais vous en parler. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment une 3e campagne pour mettre fin totalement à ce qu'on appelait l'esclavage. Donc, je vais un peu insister là-dessus parce que cette 3e campagne, justement, elle est généralement assez négligée et je trouve qu'elle est importante. Alors, je vais aborder 3 points, si vous voulez bien. Tout d'abord, je vais vous parler des planteurs et des négriers, bien sûr, dans les Antilles britanniques. Ensuite, eh bien, ça sera la parole des esclaves. Et je parlerai évidemment à cette occasion aussi un peu des abolitionnistes. Et dans un 3e temps, je vous parlerai du prix de l'abolition, c'est-à-dire de l'indemnisation des planteurs et de l'apprentissage des esclaves, justement, de leur statut d'apprenti jusqu'à la véritable émancipation. Donc nous allons procéder en 3 temps. Alors, les 2 principales îles à sucre, je l'ai dit, c'est la Barbade qui a été conquise en 1627, qu'on a appelée Little England, la petite Angleterre, parce que finalement elle a toujours été aux mains des Anglais. Et puis la Jamaïque, conquise en 1655, et là elle avait été reprise aux Espagnols. Ce sont vraiment les plus anciennes colonies, enfin je veux dire les îles à sucre, les plus importantes. Et alors, je vous parlerai aussi, mais beaucoup plus brièvement, du Guyana et de Trinidad, 1796-1797. Alors, tout d'abord, vous voyez qu'elles avaient un statut différent. C'est-à-dire que les 2 premières étaient considérées comme des colonies, enfin, étaient des colonies qui avaient une charte, et cette charte leur donnait une certaine autonomie. Et notamment, elles avaient une assemblée parlementaire. Et vous allez voir que ça, c'est une question très importante, je vais y revenir. Alors que les colonies de la couronne avaient été acquises plus tard et donc étaient placées directement sous la direction, enfin sous le contrôle de la couronne britannique et avaient beaucoup moins d'autonomie. Voilà. Alors je vais d'abord parler, si vous voulez, ce que je voudrais vous montrer, c'est que ces îles ont à la fois des spécificités et bien sûr des caractéristiques communes. Alors je vais d'abord insister un petit peu sur les spécificités. Alors, je vous ai parlé de ces colonies donc avec une charte, la Barbade et la Jamaïque, et tout de suite, je vais insister sur justement ce que signifiait le fait d'avoir des assemblées coloniales, des assemblées parlementaires. Eh bien,
qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire, qui pensez-vous, qui contrôlait ces assemblées parlementaires? Eh bien, bien naturellement, les planteurs. Donc ça voulait dire que les planteurs avaient beaucoup plus de pouvoir dans ces îles, à la Barbade et à la Jamaïque, que au Guyana et à Trinidad. Parce ils contrôlaient ces assemblées et ils avaient une marge de manœuvre, et notamment, ils pouvaient très bien légiférer et retenir ce que bon leur semblait de ce qui venait de la couronne britannique. Et ça a été un poids énorme qui a retardé l'abolition à la Barbade et à la Jamaïque en particulier, parce qu'il y avait une résistance très puissante de ces planteurs. Alors, il faut vous dire aussi qu'en plus de cela, à l'intérieur, au sein du Parlement britannique, il y avait ce qu'aujourd'hui on appellerait un véritable lobby, qu'on appelait The Interest, ça j'ai oublié de le marquer, West India Interest, et The Interest, c'était vraiment le lobby à la fois des planteurs et des négriers. Voilà. Donc vous aviez tout cela, mais alors pour la spécificité un petit peu, enfin, vous voyez, même entre la Barbade et la Jamaïque, on voit quelques différences, parce qu'à la Jamaïque, il y avait de très grandes plantations, sur le modèle des haciendas espagnoles, excusez-moi, s'il y a des hispanistes toujours mal prononcés, des haciendas espagnoles, et donc de vastes propriétés, voilà. Et il y avait aussi un taux très important de ce qu'on appelait les planteurs, les propriétaires absents. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas exposés aux moustiques et à la fièvre jaune, ils préféraient habiter près de Londres. Voilà. Tout en confiant leur plantation à des gérants, etc. Donc, ils habitaient, eux, à Londres. Et ça veut dire aussi qu'ils avaient un regard quand même un peu plus distant sur ce qui se passait. Alors qu'à la Barbade, d'abord la Barbade c'est beaucoup plus petit, vous l'avez vu sur la carte, ça ne soutient pas la comparaison. La Jamaïque, oui voilà, c'est ici, ça y est, j'y arrive avec ça. Et puis la Barbade, vous voyez la taille. Hein. Bon, donc ce qui fait qu'à Barbade, il y avait peu d'espace. Et les propriétés, les plantations étaient beaucoup plus petites aussi, beaucoup plus petites. Mais ça voulait dire aussi que les planteurs étaient beaucoup plus présents. Il y avait beaucoup moins de planteurs absents. Donc je vous ai dit, alors, et la différence avec la Jamaïque, c'est que quand vous voyez comment la Jamaïque est placée, évidemment, la Jamaïque est tout à fait près de ce qui était donc de ce qui va devenir Haïti, et puis de Cuba, voilà. Et à partir de la Jamaïque, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y avait des traites, des expéditions négrières, on débarquait donc les esclaves à la Jamaïque, et les meilleurs esclaves, ceux qui étaient en meilleure forme, étaient ensuite exportés vers les colonies espagnoles. Et on disait aussi qu'ils étaient rafraîchis, c'était le terme. Alors on les laissait séjourner, n'est-ce pas, un certain temps à la Jamaïque pour qu'ils se refassent une beauté, vous pouvez imaginer, et ensuite on les envoyait dans les colonies espagnoles. Voilà. Et ça, c'est à cause du système de l'Asiento dont j'ai parlé. Voilà. Donc je vous ai dit aussi que, bon, je vous ai parlé de ce poids énorme des assemblées législatives de la Barbade et de la Jamaïque. Ça veut dire aussi que, eh bien, ces assemblées ont essayé de mettre des bâtons dans les roues aux planteurs qui voulaient libérer leurs esclaves, émanciper leurs esclaves. Vous savez qu'il y avait le système de manumission. Eh bien, régulièrement, on s'aperçoit que ces assemblées législatives prennent des mesures pour rendre la chose très difficile, très coûteuse, en fait, voilà, pour les planteurs qui auraient la mauvaise idée d'émanciper leurs esclaves. Donc, on trouve cela aussi. Alors que, je vous ai dit que Trinidad et le Guyana étaient donc des acquisitions beaucoup plus tardives, et du coup, ont été placées directement sous le contrôle britannique, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas leurs assemblées. Bon, ça ne veut pas dire que les conditions étaient bien meilleures. Simplement, l'esclavage a été de plus courte durée, de fait, puisque en 1807, la traite était abolie. Alors attention, elle était abolie, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de traite illégale après, il y en a même eu une grande quantité. Et en 1797, alors la particularité vraiment de Trinidad, c'est assez amusant si l'on peut dire, c'est que alors c'était une île qui appartenait aux Espagnols, mais qui a été peuplée par des Français.
Parce que lorsque les Espagnols sont arrivés, ils cherchaient de l'or, ils se sont aperçus qu'il n'y avait rien du tout, et donc ils se sont empressés de partir au Venezuela et de délaisser Trinidad. Alors là aussi, hein, je vous rappelle la carte, vous voyez Trinidad, ici, c'est vraiment tout près du Venezuela. Hein, donc c'était très facile de se rendre au Venezuela. Et finalement, les Espagnols ont délaissé l'île. Et c'est en fait un certain Roume de Saint-Laurent qui venait de la Grenade, qui était un immigré français, qui a eu l'idée de convaincre le roi de faire venir des planteurs français qui avaient fui la Révolution française. C'était des aristocrates qui avaient fui la Révolution française. Ils se sont installés à Trinidad et alors on leur promettait, on leur donnait gratuitement des terres pourvu qu'ils arrivent avec leurs esclaves. Donc ce sont les Français qui ont amené les esclaves à Trinidad. Voilà. Et alors ça, petite parenthèse, c'est ce qui explique qu'ensuite, quand Eric Williams est devenu Premier ministre, il a interdit l'enseignement du français à Trinidad. Se demander pourquoi on n'est pas très populaire à Trinidad à cause de ça. Voilà. Petit détail. Et alors, au Guyana, bien, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure, au Guyana, les conditions étaient en fait particulièrement dures. Bon. Alors, non, avant d'en arriver aux planteurs éclairés, les caractéristiques communes de ces îles, là, du point de vue des planteurs, eh bien, c'est que l'esclavage s'est développé naturellement à partir du moment où on est passé de la culture du tabac à la culture du sucre. Parce que là, et pourquoi est-ce qu'on a abandonné la culture du tabac? Bien parce qu'il y avait une concurrence très importante, notamment avec la Virginie, et donc c'était plus tellement rentable de cultiver le tabac. Et puis on s'est aperçu que bon, le sucre, effectivement, était très prometteur, mais là, ça voulait dire qu'on avait besoin, comme vous le savez, d'une main-d'œuvre importante. Donc ça, c'est classique, c'est la même chose, même phénomène, bien sûr, qu'à Saint-Domingue. Bon, des conditions évidemment pour les esclaves absolument épouvantables, puisque d'abord les conditions climatiques, il faut dire. Bon, on s'est aperçu donc qu'il y avait un taux de mortalité très important parmi les esclaves, manque de soins médicaux naturellement, une mauvaise nourriture, bon, le travail forcé que l'on connaît, le mauvais logement. Et enfin des conditions déplorables. Et on s'est aperçu, ce qui était surprenant, c'est qu'après 1807, normalement, les planteurs auraient dû auraient dû souffrir, entre guillemets, d'une pénurie d'esclaves, puisqu'on avait interdit l'importation de nouveaux esclaves. Or, on s'aperçoit que non, pas du tout, et que le taux de mortalité est toujours aussi élevé. Et donc, c'est là qu'on voit qu'il y a effectivement une traite illégale partout. Un point commun aussi à toutes ces îles britanniques sur lequel je voudrais insister, parce que c'est un peu différent de la situation dans les Antilles françaises, c'est qu'il n'y a pas de code noir. Alors vous allez me dire, de toute façon, le code noir est épouvantable, belle perte, pourquoi se plaindre de l'absence d'un code noir? Eh bien oui, parce qu'il avait beau être épouvantable, il régulait quand même un certain nombre de choses. Il fixait quand même un certain nombre de limites au mauvais traitement et aux punitions que les planteurs pouvaient faire subir à leurs esclaves. Il n'y avait rien de tel en Angleterre. Donc, je veux dire, dans les colonies britanniques, il n'y avait strictement aucune limite. Et donc, ça veut dire que la situation, évidemment, dépendait totalement de l'humanité des planteurs, de chaque planteur. Et alors, bon, j'ai dit qu'il y avait quand même quelques planteurs effectivement éclairés, comme Christopher Codrington, qui était gouverneur de la Barbade, et qui a émancipé tous ses esclaves, qui a même créé, après, un collège pour éduquer les esclaves. Et on visite toujours à la Barbade ce collège de Codrington. Et voilà, il est donc absolument très respecté aujourd'hui. Un planteur, bon, que je qualifierais de moyennement éclairé, William Beckford, qui était le cousin du romancier, et qui a écrit Remarks upon the Situation of Negroes in Jamaica en 1788, où il essaye de montrer que les planteurs doivent avoir un traitement plus humain. Bon, ce sont des motivations également économiques, c'est aussi pour que les esclaves ne meurent pas, etc. Mais enfin, bon, il essaye quand même d'humaniser un petit peu le traitement. Mais bon, pour deux planteurs que je peux citer comme ça, évidemment, il y a tous les autres qu'on ne connaît plus et que l'histoire a peut-être heureusement oublié.
Alors, le facteur, je voudrais aussi insister sur le facteur religieux, c'est que, contrairement à l'Église catholique, qui s'est toujours un peu mêlée des choses quand même, hein, qui a eu une parole sur l'esclavage, quelle qu'ait été cette parole, l'Église anglicane est très longtemps restée indifférente, disons volontairement indifférente. C'est-à-dire qu'elle n'a pas pris position et qu'elle était finalement très heureuse de voir que les esclaves n'étaient pas des chrétiens. Parce que puisque les esclaves n'étaient pas des chrétiens, il n'y avait aucune raison finalement de se gêner. Or, il y a eu cette évolution parce que au début du 19e siècle, on commence à avoir le poids des évangélistes. Et les évangélistes, contrairement aux anglicans, vont dire qu'il est urgent de sauver les âmes. Et puisqu'il est urgent de sauver les âmes, ça veut dire qu'il faut convertir les esclaves et qu'il faut donc abolir l'esclavage. Et cette position des évangélistes va également faire évoluer l'Église d'Angleterre qui, en 1823, va créer un évêché à la Barbade et à la Jamaïque. Alors ça, c'est nouveau. Et ça va de pair avec une évolution, je dirais, vers le libéralisme britannique. Parce que jusqu'à maintenant, jusqu'à présent, on avait eu cette vision conservatrice. C'est-à-dire que on colonisait, mais pourquoi est-ce qu'on colonisait? Parce que, pour des raisons commerciales, parce qu'il était nécessaire d'augmenter les points d'échange commerciaux, d'enrichir l'Angleterre, peut-être aussi pour des raisons militaires, mais on déclarait qu'il ne fallait surtout pas se mêler de ce qui se passait aux Antilles, ou en Inde d'ailleurs, et qu'il ne fallait pas, par exemple, envoyer de missionnaires, qu'il fallait respecter toutes les coutumes locales, etc. Or, avec l'arrivée des libéraux, c'est-à-dire la montée en fait de cette classe bourgeoise, industrielle, eh bien les choses vont changer parce que cette nouvelle classe va avoir une approche libérale, c'est-à-dire qu'elle va être pour le libre-échange, contre le système protectionniste qui jusque-là avait été encouragé par l'aristocratie pour protéger ses propres intérêts. Et cette bourgeoisie libérale, qui va être donc en faveur du libre-échange, va également avoir une conception différente de l'Empire et du colonialisme, et va dire, eh bien oui, on colonise, mais si on colonise, il faut absolument qu'on les fasse bénéficier de notre civilisation européenne. Et donc, il faut qu'on leur apporte, eh bien, la civilisation, l'éducation et aussi effectivement la religion chrétienne. Et alors que les missionnaires ont été vraiment interdits, quasiment tout au long du XVIIIe siècle, ils ne pouvaient pas débarquer en Inde, ils pouvaient pas. À partir du début du XIXe siècle, ces missionnaires, au contraire, vont partir en Inde, aux Antilles, et ils vont essayer de convertir les esclaves. Donc on a cette évolution. Et il faut dire que ce sont les mêmes, ce sont ces libéraux, ce sont ces évangélistes qui sont des abolitionnistes convaincus. Voilà. Bon, ça n'a pas été les premiers, parce que les premiers, quand même, il faut rendre hommage aux Quakers, ce sont les Quakers qui, les premiers, ont vraiment été anti-esclavagistes dans la tradition donc, britannique et américaine. Mais ceux qui ont vraiment ensuite fait bouger les choses, c'est vrai que ce sont les évangélistes, puisque les principaux abolitionnistes, comme William Wilberforce, étaient des évangélistes. Voilà. Bon, il y a eu des méthodistes aussi. Thomas Clarkson, lui, il était Church of England, après tout. Mais sinon, il y a eu quand même énormément d'évangélistes à cette époque-là. Donc voilà, ça c'est très important de voir qu'il y a cette évolution de cette vision conservatrice qui, enfin, si vous voulez, qui est tout à fait associée au pouvoir de l'aristocratie qui a le monopole tout au long du XVIIIe siècle en Angleterre, vers cette société libérale avec l'avènement de la bourgeoisie industrielle, et qui est aussi évangéliste et aussi abolitionniste. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, je vais... ça va, on est dans les temps. Je vais aborder donc ma deuxième partie. C'est passionnant. Merci. Ma deuxième partie, où je vais parler, bon, c'est la parole des esclaves, et la parole, bien sûr, des abolitionnistes.
Pendant longtemps, eh bien, on n'entend que la parole des abolitionnistes, hein, surtout en Angleterre, on ne sait pas du tout ce qui se passe dans les Antilles. Et bon, alors il faut donc, je vous ai mis là deux titres, effectivement quelques titres, 1789, 1788, William Wilberforce, Thomas Clarkson, qui sont vraiment les premiers à lancer la campagne parlementaire. Voilà. Alors, bon, très brièvement, il faut vous dire qu'il y a eu une campagne parlementaire. Pourquoi ? Pour essayer de faire passer la loi sur l'abolition de la traite, et ça, ils s'y sont attelés, mais dès la création de la société abolitionniste de 1787, et ça a duré jusqu'en 1807. Et là, tous les ans, tous les 2 ans, Wilberforce revenait à la charge avec un nouveau projet de loi, et finalement, ça aboutit, puisqu'en 1807, effectivement, la traite a été abolie. Parallèlement à ça, il y a eu aussi des campagnes plus populaires en Angleterre, comme le boycott du sucre. Boycott du sucre, qui notamment était je veux dire, qui était vraiment lancé par des femmes, parce qu'après tout, c'était les femmes qui faisaient le marché. C'était les femmes qui pouvaient choisir d'acheter ou non le bon sucre. Et le bon sucre, c'était le sucre qui venait d'Inde, alors que le mauvais sucre, c'était le sucre qui venait des îles à sucre, des îles esclavagistes. Voilà. Parce qu'en Inde, c'est pas que la situation ait été merveilleuse, mais il y avait des serfs, pas des esclaves. Voilà. Donc, c'était un sucre considéré comme plus vertueux que celui qui venait des Antilles. Alors, donc je vous ai dit, pendant longtemps, c'est cette voix-là qu'on entend, bien entendu. Mais on va commencer à avoir très bientôt des récits d'esclaves. Et je voudrais vous dire quelques mots de ces récits d'esclaves. Donc voilà, un nom qui est assez difficile à prononcer, Gronushaw, et encore je ne suis pas sûre moi-même de la prononciation, An African Prince, 1772, Sancho, The Letters of Sancho. Tous ces récits, très souvent, étaient des récits qui étaient en fait dictés à des abolitionnistes qui les écrivaient pour eux. Voilà. Mais le premier, justement, là je voudrais vous parler de 2 récits majeurs, qui sont ceux de Oloda Equiano, qui est le premier à probablement écrire tout seul, en fait. C'est-à-dire que c'était quelqu'un d'instruit. Il était lui-même ancien esclave, et son père était propriétaire d'esclaves, ce qui est un comble en Afrique, en Guinée. Et puis, il avait été lui-même réduit à l'esclavage en Guinée, capturé par des Africains et vendu ensuite à des négriers. Voilà. Et donc, il va comparer dans son récit l'esclavage en Afrique et le passage du milieu et l'esclavage dans les Antilles britanniques. Et ça, donc, c'est assez intéressant. Alors, il est éduqué. Bon, bien sûr, il a été converti, puisque quand je dis éduqué, à l'époque, il n'y a pas 36 solutions. Hein. On est éduqué par les missionnaires, on est éduqué par les sectes religieuses de l'époque. Hein, c'est ça. Bon, il est éduqué, mais chose qui est, je crois, assez unique à l'époque, c'est qu'il est très politisé aussi. Et il va rejoindre une association qui s'appelle la London Corresponding Society, qui est une société de soutien à la Révolution française. Et ça, c'est vraiment assez extraordinaire. Donc, il est très proche des radicals, de quelqu'un comme Thomas Hardy. Thomas Hardy, qui n'a rien à voir avec, pour les anglicistes, avec le romancier. Hein, mais Thomas Hardy, qui va lancer cette association vraiment de soutien à la Révolution française. Et il va avoir une vision très politique des choses. Et dans son récit, il va essayer de convaincre cette nouvelle bourgeoisie industrielle de l'absurdité économique de l'esclavage. Et voilà. Et donc, il écrit un peu dans la veine, si vous voulez, de Smith, hein, de Wealth of Nations, etc. Il est vraiment... il a une vision très, très politique. Alors, Mary Prince, c'est beaucoup plus tard, comme vous le voyez, hein, c'est vraiment 1833. Alors, j'ai fait un grand saut là dans l'histoire, mais parce que là aussi, c'est un récit qui marque. Eh bien, peut-être aussi parce que c'est un récit de femme, et il n'y en a pas, je crois que c'est presque le seul à cette époque-là, hein, Mary Prince, qui va, alors bon, elle va dicter son récit à une femme qui est abolitionniste. Et il faut vous dire qu'à l'époque, il y a donc des associations de femmes abolitionnistes, bon, aussi pour une simple raison, c'est que on ne mélange pas les torchons et les serviettes au 18e, début 19e, et des femmes qui seraient dans une même association que des hommes, ça ferait très mauvais effet. Donc, de toute façon, il y avait des associations masculines et féminines. Enfin bref, elle s'occupe vraiment de Mary Prince, et elles vont mener tout un combat pour que Mary Prince
puisse revenir dans son île, dans l'île dont elle est originaire, c'est-à-dire Antigua et Antigua, et sans être réduite de nouveau à la condition d'esclave. Parce qu'il faut vous dire que lorsque les esclaves arrivaient sur le sol britannique, alors je ne veux pas me lancer là-dedans parce que c'est trop long hein, à expliquer, mais il y a eu toute une bataille juridique, mais finalement l'usage était, on va dire, qu'une fois qu'ils étaient sur le sol britannique, ils étaient considérés comme libres. Or, si elles repartaient chez elles, le risque était qu'elles soient de nouveau réduites à l'esclavage. Et donc il y a eu toute une campagne, et dans son récit, elle a dénoncé vraiment les mauvais traitements qu'elle avait subis de la part de ses anciens maîtres, et en particulier des Wood. Et il y a eu toute une controverse entre justement l'association abolitionniste qui soutenait Mary Prince et puis le Blackwood Magazine qui défendait, avec McQueen qui était un anti-abolitionniste, les Wood qui étaient donc les anciens propriétaires de Mary Prince. Donc ça a été toute une affaire, et là aussi ça a été très important, je crois, dans la campagne parlementaire. Alors, cette deuxième campagne abolitionniste qui a démarré donc en gros en 1823, quand on s'est aperçu que eh bien, la traite continuait. Malgré l'interdiction, il y avait encore énormément de trafic d'esclaves. Elle a repris force et vigueur, puisqu'il y a eu, donc je vous ai dit, ces Men's Auxiliaries, c'était le nom de ces associations masculines, les Ladies Associations, le nom de ces associations féminines. Donc la société qui a été lancée à ce moment-là, c'était 1823, vous voyez, elle s'appelait For the Mitigation and Gradual Abolition of Slavery, c'est-à-dire qu'elle était vraiment pour un adoucissement, on va dire, mitigation, de l'esclavage, et une abolition graduelle. On y allait doucement hein, de l'esclavage. Il y a eu donc ces discours de nouveau de Wilberforce et de Clarkson, qui commençaient à prendre de l'âge, mais qui se sont mobilisés de nouveau au cours de cette seconde campagne. Donc là, rien que ça, on pourrait faire une communication, mais ça ne va pas être l'objet de... C'est pas vraiment là-dessus que je centre ma communication aujourd'hui. Je vais vous parler des révoltes d'esclaves qui ont lieu à ce moment-là. Voilà. Et qui vont être aussi un facteur déterminant pour comprendre qu'on arrive vraiment à l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique. Comment on y arrive? Alors bien sûr, rien de comparable à Haïti, hein, puisque Haïti, c'est la révolte d'esclaves qui réussit. Rien de comparable. Haïti a certes traumatisé tout le monde britannique, mais quand même, alors, en 1809, à la Dominique, cette toute petite île, alors la petite île, si j'essaye de vous la montrer, alors voilà, vous avez la Martinique qui est ici, et la Dominique est juste au-dessus, hein, donc il ne faut pas la confondre évidemment avec la République dominicaine, hein. Voilà, juste là, la Dominique, donc une toute petite île. Eh bien, à la Dominique, vous avez une première révolte d'esclaves en 1816. Non, oui, 1809, pardon. Puis, en 1816, c'est à la Barbade, la révolte de Boussa. Ce sont des phénomènes assez mineurs, je dirais, hein, mais quand même, c'est symbolique, il y a quelques révoltes. Voilà, elles sont assez vite réprimées. Mais ce que je voudrais vous parler de deux révoltes vraiment majeures et qui ont réellement marqué cette campagne abolitionniste, c'est celle de Demerara. Alors Demerara, c'est dans le futur Guyana britannique, qu'on doit voir, je crois, ça doit être même en dehors de ma carte là. Hein, donc le Guyana, vous voyez, c'est au-dessus de la Guyane française, pas très loin, mais enfin un peu plus loin quand même. Cette révolte a lieu en 1823. Et c'est quelque chose d'assez énorme, parce qu'il faut savoir qu'au Demerara, donc il y avait des conditions qui étaient très dures pour les esclaves, peut-être encore plus dures qu'ailleurs, une nourriture déplorable, pas de soins médicaux, ils étaient très mal logés. Et cette révolte, elle va commencer dans deux plantations, l'une qui s'appelle Ressouvenir, l'autre Succès, voyez. Et mais ces plantations se situent juste à côté d'une mission, la London Missionary Society, une mission donc qui est dirigée par le pasteur Smith. Donc ce sont ces missionnaires dont je vous ai parlé, qui ont été envoyés là.
Et évidemment, ce missionnaire, Smith, s'était lié aux esclaves parce qu'à force d'organiser des assemblées pour les éduquer et pour les convertir au christianisme, au cours de ces assemblées, les esclaves commençaient à avoir quelques contacts entre eux. Voilà. Et donc, les planteurs ont vu ça d'un très mauvais œil, et le gouverneur de l'époque a voulu imposer la demande d'autorisation préalable pour les esclaves chaque fois qu'ils devaient se réunir avec le pasteur. Donc, il se révolte. Il commence à mettre le feu à quelques plantations, mais c'est surtout, en fait, ils n'ont pas tellement mis un petit peu le feu, c'est après qu'ils ont mis le feu aux plantations et que ça a gagné 55 plantations, mais au départ, la façon dont ils se sont révoltés, si vous voulez, ils ont rendu au maître l'appareil, c'est-à-dire que chaque fois qu'eux-mêmes étaient punis, souvent ils s'étaient mis au pilori, eh bien, ils ont mis leur maître au pilori. Et ça a été un véritable traumatisme chez les planteurs, parce que ça a été vécu comme une humiliation terrible pour les planteurs. Et ça a gagné, et il y a eu à peu près 10 000 esclaves concernés, 55 plantations touchées. Et là, ce qui frappe, c'est vraiment, comment dire, le discrepancy, le gouffre, enfin, voilà, l'écart entre vraiment les dommages causés aux planteurs et la répression. Parce que ça a été absolument incroyable. 100 esclaves ont été tués, alors que, bon, je crois qu'il y a parmi les planteurs, il y en a eu 2, je crois, il y a eu 2 morts, bon, peut-être 2 en trop, d'accord, mais enfin, 100 esclaves tués, on a brûlé leurs cases, bon, des coups de fouet, etc. Et Smith a été, donc le pasteur, a été arrêté, emprisonné, condamné à mort, et en fait est mort avant d'avoir pu être exécuté de tuberculose dans sa prison, tellement il était maltraité. Et cela, eh bien, pour la première fois, c'est arrivé aux oreilles des Britanniques. Et quand on a entendu ça, évidemment, on s'est dit qu'il y avait quelque chose qui se passait quand même aux Antilles. Et alors, bon, en plus de ça, c'était un pasteur, donc ça a quand même choqué les consciences britanniques de voir que le pasteur avait été si maltraité. Mais ça a été le premier événement. Et la deuxième révolte qui a marqué les esprits, c'est quelques années plus tard, c'est en 1831, ce qu'on a appelé la rébellion de Noël ou encore la guerre des baptistes. Pourquoi? Même phénomène. C'était des missionnaires baptistes qui s'étaient installés à la Jamaïque, donc près des plantations, et qui organisaient donc des assemblées pour ces esclaves. Et là, c'est alors un petit peu différent parce que c'est un certain Thomas Burchell, qui était donc, bon, qui est totalement oublié aujourd'hui, peu importe, mais c'était le pasteur qui se trouvait chargé de l'éducation de ces esclaves. Et voilà-t-il pas qu'avant Noël, ben, il dit qu'il va rentrer au pays, il va rentrer voir sa famille en Angleterre, mais il promet aux esclaves de leur apporter the free paper, c'est-à-dire vraiment l'acte d'émancipation. Voilà. Un papier, un manuscrit proclamant leur émancipation. Et évidemment, il revient sans le papier. C'était un tout petit peu plus tôt, ça allait arriver 2 ans après, mais il arrive sans cela. Et non seulement ça, mais le gouverneur proclame pour dissiper tout malentendu qu'il n'est pas question d'émancipation pour les esclaves. Ajoutez à cela, pourquoi est-ce qu'on a appelé la rébellion de Noël? Eh bien parce que Noël tombait un dimanche, ça voulait dire un jour de moins de congé. Ça tient un peu des fois, hein. C'est vraiment la goutte d'eau qui fait déborder le vase, quoi, hein. Ça tombait un dimanche. En plus de ça, il y avait eu une sécheresse terrible, ce qui fait que les esclaves qui avaient des tout petits jardins, ils avaient des jardins d'esclaves avec, bon, quelques petits produits qui arrivaient quand même un petit peu à les faire vivre, étaient complètement asséchés, donc rien à manger. Et voilà, et c'est parti. Et ils se sont vraiment révoltés. Et là, ça a touché environ 20 000 personnes qui ont suivi un certain Samuel Sharp, qui était un esclave qu'on a appelé Schoolmaster, Daddy, donc voilà, qui avait un peu plus d'éducation que les autres. Schoolmaster, ça veut dire le maître d'école, hein. Et ils ont commencé à mettre le feu aux entrepôts, aux fourneaux. Et cette révolte, elle a duré 1 mois. Et là encore, disproportion entre vraiment les dégâts causés. Bon, c'est vrai qu'il y a eu à peu près 14 morts du côté des planteurs. Et la répression, encore une fois, donc 200 esclaves qui ont été tués au cours de ces émeutes,
Mais ensuite, 340 esclaves pendus ou exécutés d'une autre façon. Les exécutions étaient publiques à Montego Bay, un véritable massacre, on laissait les corps exposés pour servir vraiment d'exemple, voilà. Et ça a été vraiment, pareil, un traumatisme quand même pour l'Angleterre. Et parce que Sharp, ce que je ne vous ai pas dit, celui qu'on appelait Schoolmaster et qui a pris la tête de la révolte d'esclaves, avait été converti et était un baptiste. Donc lui aussi, ça faisait deux. Il y avait Smith qui était mort, ensuite Sharp, et lui, il a été pendu. Voilà, il a été pendu par les planteurs, Sharp. Donc, vraiment deux révoltes qui ont accéléré la prise de conscience en Angleterre. Et là, bon, alors je me sens coupable parce que je devrais parler aussi de l'Écosse, mais je n'ai pas le temps. Mais sachez que... Non, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de ça. Ça nous ferait... Non, l'Écosse, non, j'ai rien préparé de particulier là-dessus. Mais disons qu'il y a Brougham qui est un député à l'époque, et qui va vraiment mener toute une campagne, et aussi à travers la presse. Voilà. Il va écrire beaucoup dans la presse et il va contribuer à cette prise de conscience. Et puis bon, il faut savoir qu'aussi à Glasgow, à Édimbourg, il y a eu des mouvements abolitionnistes assez forts aussi. Donc c'est vrai qu'on a tendance à parler toujours de l'Angleterre, mais il y a eu aussi l'Écosse. Je pourrais parler aussi de l'Irlande, parce que même en Irlande, il y a eu quelques mouvements abolitionnistes. On envoyait là aussi, des conférenciers, faire parler des campagnes de sensibilisation, voilà. Mais non, parce que je voudrais vous parler aussi quand même d'autres aspects. Alors, j'en viens enfin un petit peu à ma troisième partie quand même, parce que ma troisième partie, il faut quand même que j'ai un petit peu de temps. Voilà. Et ma troisième partie qui est consacrée, je vous ai dit, au prix de l'abolition, c'est-à-dire un petit peu à ce qui s'est passé pendant la troisième campagne. Alors, on en vient, si vous voulez, on parle souvent quand même des facteurs de l'abolition. Quels sont les facteurs de l'abolition? Et il y a eu une controverse très très importante, puisque Eric Williams, qui est devenu Premier ministre après de Trinidad, a écrit en 1944 un ouvrage qui a été un véritable pavé dans la mare, Capitalism and Slavery. Bon, c'était un auteur marxiste, de formation marxiste, c'est aussi un nationaliste, bien sûr, de Trinidad, et il avait une vision très, très politique et très économique, et il a dit, eh bien écoutez, oui, il y a eu les abolitionnistes, il y a eu bien sûr des campagnes très importantes, mais si l'esclavage a été aboli en Angleterre, c'est essentiellement pour des raisons économiques, parce que ce n'était plus rentable. Et c'est donc la thèse du déclin qu'il a développée en disant que, de toute façon, les colonies étaient en perte de vitesse, elles avaient moins de marché, que beaucoup tout un tas de raisons, notamment après la perte des colonies américaines, ça voulait dire qu'on pouvait moins exporter le sucre vers les colonies américaines, et donc il y avait un surplus de sucre, donc et donc on n'arrivait plus à écouler tout ce sucre, et ce qui a causé la faillite d'un certain nombre de planteurs. Et tout ceci est vrai, bon, partiellement vrai, ça a été quand même prouvé. Le problème, c'est de savoir quelle est la proportion, toujours. Voilà. Et alors, bien sûr, ce faisant, il minorait tout à fait les campagnes abolitionnistes. Alors, il y a eu une réaction des auteurs britanniques, en particulier Seymour Drescher, qui lui a dit, mais pas du tout, si la Grande-Bretagne a aboli l'esclavage, c'est vraiment par conviction humanitaire, et ça a été un suicide économique. Ça a été un suicide économique parce que econocide, ça a été un suicide économique parce qu'au contraire, c'était rentable, et on a fait le sacrifice de nos colonies à sucre. Alors, voilà, bon, là aussi je schématise un petit peu, mais il faut savoir donc, il n'y a pas encore de consensus, mais je crois que maintenant, quand même, on est arrivé à une vision plus équilibrée, c'est-à-dire qu'on prend en compte à la fois les facteurs économiques, humanitaires, et bon, peut-être aussi un peu les révoltes d'esclaves quand même. Voilà. Donc je crois qu'il faut tenir compte de tous ces facteurs, et bon, je pense que c'est quand même ce qui se fait de plus en plus, même si on a tendance, enfin moi j'avoue que je trouve que quand même on attaque beaucoup Eric Williams en disant que c'est démodé, que c'est un marxisme démodé.
je trouve que quand même, s'il n'avait pas été là, il aurait fallu l'inventer. Hein, parce que c'est quand même lui qui est le premier à attirer l'attention sur le facteur économique, hein, de l'abolition de l'esclavage. Et vous allez voir que dans la troisième campagne, eh bien, les considérations économiques comptent quand même. C'est le moins qu'on puisse dire. Alors, mais je commencerai par là. Vous savez que quand la Grande-Bretagne a aboli l'esclavage en 1834, 1833-34, le temps que la loi passe, eh bien, elle a indemnisé ses planteurs. Elle a donné 20 millions de livres. Alors, bien sûr, pas en un jour, mais elle a donné 20 millions de livres à ses planteurs. C'est-à-dire que ça a concerné à peu près 44 000 planteurs, 19 colonies. Et si vous comparez à ce qui s'était passé juste avant, en 1825, vers Haïti, eh bien, je vous rappelle que Charles X, comme vous le savez tous, a réclamé 150 millions de francs or à Haïti pour reconnaître officiellement son indépendance. Donc, ça a été la démarche inverse. La France a demandé à Haïti de payer. L'Angleterre a payé ses planteurs pour abolir l'esclavage. Donc ça, c'est déjà une différence importante. Alors, bien sûr, je ne vais pas arrêter de nuancer mon propos après, mais quand même, il faut commencer par rappeler cela, et d'où la déclaration de William Wilberforce en apprenant le vote de la loi sur l'abolition de l'esclavage en 1833. Il dit « Thank God that I should have lived to witness a day in which England is willing to give 20 million sterling for the abolition of slavery. » Dieu soit loué, j'ai vécu le jour où l'Angleterre a accepté de donner 20 millions de livres sterling pour abolir l'esclavage, et il mourait quelques jours après. Voilà. Donc il a dit cela juste avant sa mort, il était mourant. Bon. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose. C'est quand même quelque chose. Alors, maintenant, bien sûr, il faut un petit peu expliquer, nuancer un petit peu. Attendez, je vous ai mis ça un peu trop tôt, parce que vous allez regarder un petit peu trop tôt. Comment est-ce qu'on a calculé? Eh bien, ça a été vraiment une histoire de gros sous. C'est-à-dire qu'on a calculé très précisément combien il fallait indemniser les planteurs. Et pour cela, il n'était pas question d'indemniser tous les planteurs de la même façon. Ça dépendait du nombre d'esclaves qu'ils avaient, ça dépendait des colonies, ça dépendait du coût des esclaves dans chaque colonie. Donc, on s'est lancé dans des calculs, mais vraiment excessivement précis. On a pris une période de référence commune qui était 1822-1830 et on a vu combien les esclaves s'étaient vendus dans chaque colonie pendant ces 8 ans. Voilà. Et à partir de là, on a décrété, si vous voulez, un coût et une indemnisation des planteurs. Mais n'oubliez pas que les Anglais ont toujours été une nation de commerçants, comme me disait quelqu'un, et donc, ils comptaient. Et alors, à la Barbade, on n'a pas arrêté de compter, et les planteurs ont déposé des plaintes, des recours, etc., pour faire changer la somme exacte de l'indemnité. Et pendant ce temps, le gouvernement anglais gagnait un peu de temps, parce que ça lui permettait de repousser quand même le remboursement, hein, qui a eu lieu, en fait, ça s'est terminé vers 1838-1840, cette affaire. En plus de ça, il y avait 2 sortes d'esclaves. Il y avait ce que l'on appelait les esclaves, oui, j'anticipe un petit peu, bon, ça fait rien, prédiaux et non prédiaux. Les esclaves prédiaux, c'était ceux qui travaillaient la terre. Et il y avait les esclaves non prédiaux, ceux qui étaient des esclaves domestiques. Et ils n'avaient pas le même traitement. Hein. Et ils n'étaient pas indemnisés de la même façon. Alors il y a eu on a triché. Les planteurs ont dit qu'ils avaient des esclaves domestiques, alors qu'en fait ils travaillaient la terre, vice-versa, enfin, etc. On a beaucoup triché, mais ça a été une question, ça a été des négociations comme ça, au coup par coup. Les colonies se sont disputées parce que la Barbade s'est plainte d'être beaucoup moins indemnisée que le Guyana, par exemple. Voilà. Et donc, comme ça a duré, ça a duré, ça a duré. Et finalement, on a calculé, et ça c'est un article très très intéressant, donc je pourrais vous donner la référence si ça vous intéresse, quelqu'un qui s'appelle Nick Draper qui a fait cette étude. On a calculé que finalement,
les bénéficiaires des indemnités supérieures à 500 livres étaient finalement assez limités. Hein, c'est-à-dire que sur 4260 qui ont pu être identifiés, il n'y en avait que 4260, donc c'est peu. Je vous ai parlé de 44 000 planteurs au départ, hein, quand même. Hein. Et là-dessus, il y en avait la moitié qui étaient des propriétaires absents, donc en fait qui vivaient en Grande-Bretagne. Donc, suivez mon regard, voilà, je vous ai donné la référence de Nick Draper, en fait, je l'avais mise. En fait, ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que la plus grande partie de l'argent est restée en Angleterre. Elle n'est pas allée dans les colonies. Puisque ceux qui ont été indemnisés le plus, c'était les 2121, la moitié, donc, vous voyez, qui vivaient en Grande-Bretagne. Il y en avait quand même la moitié. Donc ça c'est quand même assez intéressant de comprendre ça. Donc, ça veut dire que les grands gagnants, malgré tout, ça a quand même été les planteurs qui habitaient en Grande-Bretagne, les planteurs domiciliés en Grande-Bretagne. C'était aussi tous les négriers, ce qu'on appelle les merchants en Angleterre, parce que eux, ils se servaient au passage. Alors ça, il faut vous dire aussi que, bon, pour les planteurs qui vraiment habitaient là-bas, qui habitaient à la Barbade, ils n'étaient pas très riches, hein, vous voyez, ils ne faisaient pas partie de tout cela. Ils avaient 4, 5 esclaves souvent, pas plus. Ceux-là étaient réellement en difficulté et souvent endettés. Donc en fait, comme il n'y avait pas, vous imaginez, une banque à la Barbade à cette époque-là, non, il n'y avait pas d'organisme de crédit, qui leur faisait crédit? Les négriers. Donc ceux qui faisaient effectivement les traversées entre l'Angleterre et les colonies. C'était eux qui leur prêtaient de l'argent. Donc quand on a indemnisé les planteurs, eh bien on a indemnisé les planteurs, mais ça veut dire que les planteurs, ils devaient quand même rembourser leurs dettes quand ils en avaient. Et comme ceux qui habitaient à la Barbade, en fait, étaient loin de ce qui se passait à Londres, et donc à Londres, ce sont les négriers qui souvent avaient prêté de l'argent à ces planteurs à la Barbade qui se sont servis en premier. Donc, effectivement, les planteurs de la Barbade, souvent, se sont trouvés avec pas grand-chose, et beaucoup ont fait faillite après, ça c'est exact. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comment est-ce que l'Angleterre a pu financer, finalement? Où a-t-elle trouvé l'argent? Où le gouvernement britannique a-t-il trouvé ces 20 millions de livres? Eh bien, pour la première fois, le gouvernement britannique a fait des emprunts auprès des grandes banques, auprès des grands banquiers plutôt, Rothschild en particulier, et quelques autres. Et ensuite, qui a remboursé? Eh bien, je vous laisse deviner, c'est quand même le peuple britannique qui, à long terme, a remboursé, puisque ça a été un emprunt du gouvernement à ces grands banquiers. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'on oublie un petit peu. Mais si vous voulez, le gouvernement anglais a été très subtil, parce que lorsqu'il a aboli l'esclavage, il ne s'agissait pas de dire que le peuple britannique allait payer le coût de l'abolition. Donc on a dit, on indemnise les planteurs, on a fait durer un peu le plaisir, le temps qu'ils se disputent entre eux pour être d'accord sur les indemnités qu'ils devaient réclamer. Tout ça, ça a fait durer le plaisir jusqu'en 1838-40. Et on a, pour la première fois, fait des véritables emprunts d'État. Ce qui fait que après, ça a été remboursé lentement, à petite dose, et qu'il n'y a pas eu donc de mécontentement social vraiment trop fort en Angleterre, ce qui était quand même le risque. Voilà. Et alors, l'autre aspect, quand je vous ai parlé du coût, je vous ai parlé du coût, oui, bon, voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Je vous ai parlé du coût donc, de l'indemnité qui a été donnée aux planteurs. Et il faut vous dire que les planteurs ont été indemnisés d'une autre façon, c'est qu'ils ont obtenu que leurs anciens esclaves restent leurs apprentis. Donc, ils changeaient de statut. Ils étaient certes considérés comme libres, entre guillemets, mais ils faisaient exactement le même travail, exactement pour les mêmes maîtres. Voilà. Alors, ce qui avait été décidé, c'est que, justement, ils seraient apprentis pendant 6 ans s'ils étaient esclaves dans les champs, ce qu'on appelait les esclaves prédiaux, et pendant 4 ans s'ils étaient esclaves domestiques, ou parfois ils étaient employés aussi pour vendre des articles, voilà, les produits
sur le marché, ce genre de choses. Et il n'y a que les enfants de moins de 6 ans qui ont obtenu leur liberté immédiate en 1834. Voilà, moins de 6 ans. Tous les autres étaient considérés comme apprentis, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, ils achetaient leur liberté. Grâce à ce travail, grâce à cet apprentissage, ils fournissaient en fait une main-d'œuvre qui était quasiment gratuite. Alors, la seule chose qui changeait, c'est que la semaine de travail était réduite à 45 heures et que les planteurs devaient les payer au-delà de 40 heures. Voilà, donc le maximum c'était 45 heures et au-delà de 40 heures et 30 minutes, très exactement, ils étaient payés. Voilà, donc ils étaient un petit peu payés pour ces 4h30 éventuelles, vous voyez. Et on encourageait les esclaves à racheter leur liberté, si vous voulez, avant. Enfin, c'était un peu difficile. Donc, alors à Trinidad, par exemple, je vous ai dit que ça avait été peuplé par des Français pendant très longtemps. Et de fait, le français est resté la langue quasiment officielle jusque vers 1838. Ça a basculé à ce moment-là, dans les années 1840, où c'est l'anglais qui a prévalu. Il y a eu des grandes manifestations dans Trinidad où on chantait « pas de 6 ans, pas de 6 ans, pas de 6 ans ». Voilà. Pour s'opposer vraiment à cette période d'apprentissage. Il y a des îles comme à Antigua où les planteurs eux-mêmes ont refusé l'apprentissage parce qu'ils trouvaient que ce n'était pas rentable, ils n'avaient pas envie d'avoir les mêmes esclaves. Mais sinon, à la Barbade, à la Jamaïque, partout ailleurs, à Trinidad, il y avait donc et dans toutes les Antilles britanniques, il y a eu cette période d'apprentissage. Alors, je vous ai dit qu'il y avait une différence entre les prédiaux, donc ceux qui travaillaient dans les champs, et les non-prédiaux, ceux qui travaillaient dans d'autres activités. Il était prévu que les non-prédiaux seraient émancipés au bout de 4 ans, et les prédiaux au bout de 6 ans. Donc, quand est arrivé 1838, parce que je vous ai parlé de 6 ans, donc normalement ça aurait dû être 1840, la fin réellement de l'apprentissage. Alors je vous ai dit 1838. Pourquoi? Parce que justement, c'était au bout de 4 ans. Au bout de 4 ans, on devait, de toute façon, les planteurs s'étaient engagés à émanciper totalement leurs apprentis, donc domestiques, si vous voulez. Voilà. Et pas les autres. Et ils ont eu très peur. Ils se sont dit que s'ils émancipaient une catégorie d'apprentis et pas les autres, ils allaient avoir des révoltes. Donc ils ont pris les devants et ce sont les assemblées de la Barbade et de la Jamaïque, les assemblées donc parlementaires, qui ont devancé en fait le Parlement britannique là et qui ont aboli l'esclavage pour tout le monde, enfin l'apprentissage plutôt, en 1838. Donc voilà ce qui s'est passé. Et alors bon, mais j'ai bientôt terminé, mais simplement la situation a été là aussi très différente pour ces apprentis quand ils ont recouvré leur liberté. Très différente à la Jamaïque et à la Barbade, par exemple, parce que c'était pas le tout de recouvrer la liberté. Qu'est-ce qu'on en faisait? Où est-ce qu'on allait? Et alors, il y a eu tout un tas d'aménagements comme ça. Par exemple, à la Barbade, les planteurs qui ont envisagé des systèmes un peu transitoires. Ils encourageaient quand même leurs apprentis à rester en les laissant vivre dans leurs habitations, mais en les payant un tiers en moins de ce qu'ils auraient payé s'ils avaient été travailler chez un autre planteur. Donc il y a eu tout un tas de systèmes transitoires comme ça. Et puis bon, à la Barbade, c'était tout petit, comme je vous l'ai dit, donc il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait pas d'espace, c'est-à-dire que les plantations, elles appartenaient aux planteurs. Et il n'y avait aucun endroit où finalement ces affranchis pouvaient s'installer. Donc certains ont quitté l'île, d'autres sont restés, mais enfin, la plupart sont restés finalement. Ils sont restés chez les mêmes planteurs, ils ont eu des situations transitoires où ils ont changé parfois d'habitation. Alors qu'à la Jamaïque, c'est un peu différent parce que c'était beaucoup plus vaste et il y avait donc beaucoup plus de terrain libre et il y a pu y avoir des villages d'esclaves, d'affranchis. Voilà, des villages qui ont été montés par des affranchis. Et il faut dire aussi que les missionnaires ont joué un rôle important à la Jamaïque parce qu'ils les ont encouragés à acheter ces terres. Ils leur ont montré comment devenir propriétaires, comment cultiver leurs terres. Donc à la Jamaïque, ça a été un petit peu différent. Mais voyez donc, la situation est très, très différente là, suivant ces îles, parce que ce qui est déterminant, c'est de savoir si on peut devenir propriétaire ou pas, finalement.
une fois qu'on est affranchi. Et alors, bien entendu, ce qui s'est passé, c'est que les planteurs ont fait venir, à ce moment-là, ont eu recours à l'immigration et ont fait venir énormément d'Indiens. Voilà, il faut savoir que 430 000 travailleurs indiens ont émigré dans les Antilles britanniques entre 1838 et 1917. Donc c'est assez énorme. Je vais revenir à ma carte de départ, voilà. Bon, donc 430 000 travailleurs indiens. Il y a eu aussi des Portugais, on a fait venir des Portugais. 40 000 entre 1835 et 1881. Des Africains, qui étaient libres ce coup-ci, 30 000 entre 1834 et 1867. Alors pour conclure, eh bien, vous voyez que la situation dans les Antilles britanniques est vraiment déterminée par plusieurs facteurs que je vais essayer de vous montrer. Facteurs internationaux, j'en ai assez peu parlé aujourd'hui, mais Haïti a vraiment bouleversé la donne, complètement changé la donne, parce que ça voulait dire que l'Angleterre, tout d'un coup, n'avait plus de concurrents, c'est-à-dire que la France n'était plus dangereuse, donc il n'y avait plus de raison finalement de maintenir aussi la traite, parce qu'elle perdait son principal concurrent. Donc facteur international, bien sûr. La Révolution américaine, ça j'ai déjà un petit peu fait allusion à ça. Facteur économique et social, je vous ai parlé de cette montée du libéralisme en Angleterre, donc de cette montée de la bourgeoisie industrielle, de cette volonté de libre-échange, et donc où on a démontré que l'esclavage n'était plus rentable, et ça donne tout à fait raison à Eric Williams, c'est bien ce qu'il a montré, que l'esclavage n'était plus rentable et que les libéraux anglais n'avaient plus intérêt à maintenir quand même l'esclavage. Mais bien sûr, il n'est pas question de minorer le rôle des abolitionnistes, les campagnes énormes, les campagnes parlementaires de Wilberforce, Clarkson, et aussi les campagnes populaires menées par les abolitionnistes anglais. Je n'ai pas parlé parce que ce n'était pas l'objet de cette présentation, mais des milliers de pétitions qu'il y avait eu à cette époque-là. Il y a eu des pétitions donc organisées par ces associations abolitionnistes dans toute l'Angleterre, portées physiquement, hein, ce n'était pas l'époque des pétitions internet, donc c'était lourd, on portait ça au Parlement, enfin c'était, voilà, des pétitions énormes, toute la campagne pour le boycott, le facteur religieux qui a été très important, puisque on a vu le poids des missionnaires, des évangélistes, mais il faut aussi tenir compte de cette société, de la spécificité de ces sociétés des plantations, donc voilà, c'est un peu là-dessus que j'ai insisté, sur la Barbade, la Jamaïque, Trinidad, des révoltes d'esclaves, des récits d'esclaves, et puis, comme je vous l'ai dit, de la possibilité qui était ou non offerte aux affranchis d'accéder après à la propriété. Donc aujourd'hui, la mémoire de l'esclavage, comme vous le savez, est très très vive aux Antilles. J'en sais quelque chose pour avoir vécu moi-même 4 ans en Martinique. Et je sais que c'était un sujet très sensible. Voilà. On aime en parler et on n'aime pas. Hein, c'est-à-dire mais on en parle quand même assez ouvertement. J'ai eu un véritable choc quand je suis allée à la Barbade et quand j'ai rencontré des collègues universitaires et qui m'ont dit non, on n'aime pas parler de l'esclavage. Et je leur demandais pourquoi. Et il m'a raconté que une étudiante s'était mise à pleurer au premier cours qu'il avait fait, parce que jamais, mais jamais, elle n'avait entendu parler de l'esclavage dans l'enseignement secondaire. C'est quelque chose dont on a honte et on n'en parle pas. À la Barbade, on en parle quand on fait des études supérieures, mais pas avant. Et il me disait que, bon, bien sûr, lui avait travaillé, hein, c'était son sujet de recherche, mais il me disait qu'il avait beaucoup de mal parce qu'on avait toujours l'impression que, voilà, qu'on allait raviver des vieilles haines. Et donc, ça, c'est encore un sujet très, très sensible. Mais comme je vous le disais au début, ce qu'il y a de certain, c'est que quand on demande quand est-ce que l'esclavage a été aboli, on ne vous dit jamais 1834, on vous dit toujours 1838, quand on est dans les Antilles britanniques. Voilà. Je vous remercie. Bon, ben voilà une belle illustration de l'utilité de faire le récit historique le plus large possible. Alors si bien entendu des questions, ne vous prévenez pas, on a encore un peu de temps.
tu me dis de prendre mon temps, et j'ai pris mon temps. Une question. Ouais. Au sujet de la compensation qu'on versait aux planteurs, alors moi, au début, je n'avais pas compris ça comme ça. Je pensais que c'était une indemnisation en fait, financière sur un éventuel manque à gagner qu'ils auraient sur la production de la canne, en fait, sur la vente de la canne. En fait, non, c'était vraiment calculé. Mais c'était un peu la même chose quand même, dans ce sens. Ce qu'on a vu la dernière fois, mais c'était calculé, on va dire, au prorata de la tête de l'esclave aussi, qui produisait, bien évidemment. C'est une perte sèche de l'ouvrier. C'est-à-dire qu'en fait, de la main-d'œuvre, on va dire. N'ayant plus cet ouvrier, on va dire, gratuitement, l'indemnisation venait couvrir les salaires éventuels non, mais on considérait, si vous voulez, bon, les esclaves, c'était chattel, ce qu'on appelle, c'est de la propriété. Donc, on a attenté à la propriété des planteurs en émancipant les esclaves. Donc, et tout le monde en Angleterre, même les abolitionnistes, et souvent l'ont accepté, parce que parmi ces abolitionnistes, on a des industriels qui ont des entreprises, qui sont donc très attachés à la propriété. Et donc, puisqu'on finalement on porte atteinte à leur propriété, eh bien, il faut les indemniser. Voilà. Et donc, on calcule effectivement en fonction du nombre d'esclaves, du prix d'achat des esclaves, voilà, du temps. Oui, oui. Mais en fait, par rapport au calcul, moi je comprends pas pourquoi vous dites qu'il y a plus d'argent qui est resté en Angleterre. Parce qu'en fait, les planteurs qui étaient dans les Antilles, ils avaient quand même aussi une compensation. Tout à fait. Non, c'est une question de proportion. On s'est aperçu que ceux qui avaient finalement le plus grand nombre d'esclaves, donc les plus grandes plantations, c'était très souvent des planteurs de la Jamaïque. Et ces planteurs de la Jamaïque étaient le plus souvent des planteurs absents, c'est-à-dire qui vivaient en Angleterre. Donc, quand ils ont touché les indemnités, plutôt que de les réinvestir à la Jamaïque, ils les ont souvent réinvestis en Angleterre, dans la construction, par exemple, du chemin de fer et ce genre de choses. C'est ce qu'on a vu après. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire que les autres n'aient rien touché, bien entendu, puisqu'il y avait quand même 44 000 planteurs. Voilà, ça c'est le calcul qu'a fait ce chercheur. Donc ça, c'est vraiment, c'est intéressant de voir que bon, c'était... Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment les Britanniques n'ont pas peur d'investir, parce qu'on avait vu il y a un mois, enfin la dernière fois qu'on s'est vu, que dans les accords bilatéraux avec l'Espagne et le Portugal, il y avait une compensation de 130 000 livres sterling, 150 000 livres sterling, qu'il est donné aux Espagnols pour qu'ils arrêtent la traite. Aux Portugais, même chose, c'était calculé sur la tête de l'esclave aussi, du manque à gagner en fait par bateau. Donc c'est de l'argent qui est payé par les Britanniques en fin de compte, mais ça fait partie de leur discours sur l'argent en fait, tout en étant évangéliste. Il vaut mieux payer et arrêter le mal, parce que c'est de l'argent qui est fait pour ça quelque part. C'est ça. Oui, alors, je voudrais, avant de poser une question, je voudrais juste essayer de faire un petit lien avec notre histoire nantaise, si on peut essayer de voir ça, parce que c'est un peu important. Mais il y a quelque chose, je crois, qu'il faut bien relever dans toute cette histoire négrière des Antilles de la deuxième moitié, du XVIIIe siècle, et puis surtout de la deuxième moitié, c'est le sucre. C'est vraiment l'économie du sucre qui a... mes amis historiens ne me contrediront pas. Bon, à Nantes, on sait de quoi on parle. On voit bien qu'effectivement, Nantes a été extrêmement puissant dans l'économie sucrière. Et quand je dis Nantes, il ne faut pas oublier l'axe ligérien, c'est-à-dire toute la Loire. N'oublions pas que la première raffinerie de sucre à Nantes date de 1680, quelque chose comme ça, a été construite avec des capitaux essentiellement hollandais, et que l'armateur Montaudoin, qui a été un des pionniers, des principaux armateurs du début du XVIIIe siècle, a d'abord investi dans le sucre. Donc là on a quand même cette espèce de vision globale de l'esclavage atlantique, de la traite atlantique. L'esclavage atlantique, c'est la production du sucre. Bon, il y a aussi autre chose qui est très intéressant dans ce que nous a expliqué Cécile Révauger, c'est ce débat important qu'on a un peu tranché, qui essaye toujours de... Et on a un débat aussi en France de la même façon, d'où vient cette idée de l'abolition. Il y a effectivement quelque chose qui est très, très intéressant dans l'expérience anglaise, qu'on ne trouve pas facilement en fin de compte dans l'expérience française. C'est cette volonté un peu, on va dire, un peu populaire. Enfin, je ne sais pas si on peut aller jusque-là,
Et tout à l'heure, j'ai un petit peu insisté pour qu'on parle de l'Écosse. Parce qu'il faut que, nous en France, on doit absolument s'intéresser à cette, comment dirais-je, ce mouvement philosophique du Scottish Enlightenment, c'est-à-dire les Lumières écossaises. Vous savez bien, en France, droits de l'homme, etc. Bon, attention, c'est pas une exception. Hein. Moi, ça en fout. Et donc, il y avait quelque chose de puissant aussi dans la tradition britannique, et notamment écossaise. Oui, on invitera quelqu'un l'année prochaine. Voilà, c'est pour ça. Donc, vous voyez bien, bon, ça, c'est des choses importantes. Alors, il y a juste et aussi une dernière remarque par rapport à notre situation française, c'est qu'effectivement, les Britanniques ont eu à gérer le passage entre le statut d'esclave et celui de travailleur libre, pour parler, en termes définition un peu simpliste, mais bon, c'est vrai, entre le travailleur libre et le travailleur asservi, c'est pas le même statut. La France n'a pas eu à gérer ça parce que les Haïtiens se le sont fait eux-mêmes. Donc on n'a pas eu non plus ces difficultés-là. Bon, après, effectivement, il n'y a eu pas les mêmes manières de gérer la question, mais ça, c'est aussi une expérience française qui n'est pas exactement la même. Et moi, la question que je voudrais poser à Cécile, c'est, les Britanniques ont été effectivement alors, les historiens d'aujourd'hui discutent là-dessus, ont été la principale nation, comment dirais-je, non pas forcément esclavagiste, mais en tous les cas de négriers, puisqu'on a la déportation de 2,7 millions, la France 1,1 million. Rappelons quand même, juste pour pas pour la petite histoire, mais pour d'autres sujets, le sud de l'Atlantique, c'est-à-dire toute la traversée Angola-Brésil, enfin Afrique centrale, Brésil, oui, a été considérable, méconnu. Les recherches des historiens sont en cours et ils nous apprennent beaucoup là-dessus. Bon, mais disons que alors on peut dire qu'effectivement l'Angleterre a été très négrière, au sens où elle a été comme Nantes, comme Bordeaux, enfin non, pas comme Bordeaux. Bordeaux c'est un tiers de Nantes, faut bien le rappeler. Bon, Nantes c'est effectivement la question. Nantes n'a pas été si esclavagiste que ça, mais négrier. Bon. Les Anglais, manifestement, semblent avoir été très négriers avec cette quantité d'expéditions et d'esclaves déportés. Par contre, on s'aperçoit que les colonies britanniques, qui n'avaient pas tant d'esclaves que ça, et qu'ils ont beaucoup travaillé, en fait, pour l'esclavage espagnol. Alors, la question que je voudrais poser, c'est quelle est la place de l'économie esclavagiste des Amériques par rapport à l'économie anglaise, compte tenu, en revenant à notre cas français, compte tenu que Haïti, par exemple, dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle, bon, c'était la perle des Antilles, et puis maintenant, bon, les travaux d'Il Guénaud, etc., nous ont bien éclairé là-dessus. L'économie sucrière d'Haïti était un des piliers de l'équilibre de la balance commerciale française. Or, est-ce que les Britanniques étaient aussi dépendants économiquement du travail esclavagiste que la France l'a été? Non, alors, ça dépend. Oui. Par rapport donc justement aux colonies américaines, comme je l'ai dit au départ, il y a à peu près 6% simplement des traites qui concernaient donc les colonies juste avant l'abolition. Donc bon, c'est peu. Alors après, évidemment, ça a été une autre échelle, et puis après, on va parler de la campagne pour l'abolition de l'esclavage aux États-Unis, 1865, l'abolition de l'esclavage. Donc c'est vraiment une autre campagne. Les Américains avaient un marché intérieur aussi. Enfin, je veux dire, eux-mêmes ont produit beaucoup leurs esclaves une fois qu'ils les ont apportés. Il y avait moins d'importations que sur les autres, que le sud, par exemple, de l'Amérique. Tout à fait. Bon, Jefferson a aboli l'esclavage, la traite, un an après, en 1808, ça, il faut savoir ça. Voilà, bon, moi je voudrais, peut-être que Françoise va vouloir compléter cet avis. Moi je reviendrai un peu sur les Lumières, puisque tu m'as un peu branché sur les Lumières, alors je vais quand même en dire quelques mots après. Jefferson, bien évidemment, vote la fin de la traite, mais elle est annoncée bien avant, elle est annoncée dès la Constitution américaine en 1787. Donc ils savent déjà, les marchands, les négriers américains savent déjà que 20 ans après, ou un petit peu moins, ils auront à faire face en fait à une absence d'esclaves. Donc ils commencent à les faire produire des enfants. Oui, ça c'est la situation américaine. Voilà. Et alors justement pour Nantes, si on veut parler de Nantes, rappelons-nous aussi que bon, effectivement Nantes a été dans ce grand... Bon, a été dans tout ce XVIIIe siècle, les pionniers,
Bon, la deuxième moitié du XVIIIe siècle, tous les grands ports, Bordeaux, Le Havre, un peu Marseille, bon, Lorient et La Rochelle étaient aussi dans les débuts. Bon, après, il y a eu effectivement ce formidable développement, on l'a dit la dernière fois. Il a été calculé que pratiquement 80% des déportations s'est fait dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Donc c'est quand même un phénomène considérable et pas si vieux que ça. Bon, mais la période qu'on vient de nous décrire de l'abolition, la suppression de la traite, c'est-à-dire du transport, les débats abolitionnistes, etc., à Nantes, on est encore dans l'économie de la traite illégale. Jusqu'en la dernière expédition illégale nantaise, c'est 1833. Et attention, c'est pas marginal. Il y a 1500 expéditions négrières nantaises répertoriées au cours du XVIIIe siècle, interruption en 1792-93 par le blocus des Anglais, reprise à partir de l'arrivée, je crois que c'est 1811 jusqu'en 1833, et là on a quand même 300 expéditions négrières. C'est-à-dire un cinquième de tout le XVIIIe siècle, en pleine période illégale et en pleine période. Ce qui donne quand même une idée que, bon, on ne fait pas 300 expéditions négrières illégales dans l'anonymat. Donc ça aussi, c'est une des... Bon, c'est une des mémoires que l'on a. Et c'est là d'ailleurs que Nantes a pris sa mauvaise image. Au XVIIIe siècle, c'était florissant, c'était une ville qui était brillante, comme Liverpool, comme à l'époque, effectivement, la traite n'était pas... Enfin, par des milieux abolitionnistes, mais par contre, le 19e siècle, là, la condamnation était arrivée, Nantes a continué, et c'est là qu'effectivement, cette image difficile, et un petit peu, bon, c'est très probation, et qui manifestement traîne encore, parce qu'il y a, chaque fois qu'on parle du sujet ici, on est toujours en train de dire, oui, mais on ne sont pas coupables, ils ne sont pas coupables. Donc cette espèce d'idée de culpabilité qui traîne toujours dans la ville de Nantes, elle vient aussi de cette période-là, en fait. Tout à fait. Non, mais sur les Lumières, ça serait trop long. Alors, Mais je vais dire un tout petit mot, mais non, parce que c'est vrai que très souvent on a dénigré les Lumières, des historiens comme Salamolins, comme de la Campagne, qui ont traité finalement Voltaire, Montesquieu d'esclavagistes. Donc, bon, je crois que tout ceci est un peu ridicule. Et que très souvent on a justement mal perçu l'ironie de Montesquieu quand il dit il est impensable que Dieu ait mis une âme dans un corps tout noir. Bon, évidemment, mais certains l'ont pris au pied de la lettre. Alors ça, c'était un petit peu ennuyeux. Mais c'est sûr qu'en France, il y a eu tout un éveil quand même du temps des Lumières, bien sûr. Mais c'était... là, moi, je vous renvoie à l'ouvrage excellent de Jean Errard sur les Lumières et l'esclavage, parce que finalement, il dit il ne faut pas demander aux Lumières d'avoir été abolitionnistes. Ce n'était pas l'objet du débat. Elles ont été anti-esclavagistes, mais elles n'ont pas été abolitionnistes, pas encore. Bon, mais c'est vrai qu'alors, en Angleterre, on a aussi, après, on a parlé de John Locke, on a dit qu'il parlait, finalement, il vantait l'esclavage, alors que c'est pareil, c'est une mauvaise lecture de John Locke. On a bien vu que ce n'était pas le cas. Et il y a eu, bien entendu, alors l'Écossais David Hume, qui a eu une petite note très malheureuse, une petite note raciste, il faut bien le dire, disant que... il a parlé de race et il a dit que vraiment les blancs étaient nettement supérieurs à toutes les autres races, etc. Bon, et ça, c'est une note dans toute son œuvre. Et je crois qu'il faut voir quand même le reste de son œuvre, qui, elle, n'a pas été raciste. Au moins du monde, je ne crois pas, mais il y a eu cette note, c'est vrai. Et donc, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et bon, encore, on peut discuter du cas Hume, mais pour Locke, c'est absolument impensable. Mais ça, bon, on pourrait continuer, mais je veux dire, tout dépend bien sûr de la lecture que l'on fait, et il ne faut pas évidemment lire comme ça en diagonale et lire juste une petite phrase et puis stigmatiser tel ou tel penseur. Bon, cela dit, ayons les pieds sur terre, je pense qu'au XVIIIe siècle, au début du XIXe, quand les campagnes abolitionnistes se sont jouées, peu de Français, peu de Britanniques avaient lu Montesquieu, avaient lu Locke, avaient lu Hume. Et donc, bon, bien sûr, ça a été un facteur dans l'évolution des mentalités, mais ça n'a pas été le seul. Oui, alors justement, ça c'est bon. En fait, c'est le sujet qui traîne toujours dans nos têtes quand on aborde ces questions. Qu'est-ce que c'est que cette construction idéologique raciste dont nous héritons, qui nous paraît aberrante, n'empêche qu'elle est puissante. Bon. Et là, c'est pour ça que c'est important de faire le récit historique, parce que effectivement, on dit oui, ils ont dérapé, etc. Oui, ils ont dérapé, mais ils étaient dans l'air du temps. Et c'est vrai
qu'il faut comprendre cela. Il est clair que l'un des héritages majeurs de cette période esclavagiste et de la traite, c'est effectivement la construction de l'idéologie raciste. Alors là, il y a toute une réflexion considérable, avec les modes de pensée qui se sont structurés, les intérêts qu'il fallait défendre. Enfin, c'est tout un vrai problème. Est-ce que c'est le capitalisme qui a éradiqué, qui a supprimé l'esclavage puisqu'il avait intérêt d'avoir des prolétaires et non plus des esclaves, ou est-ce que c'est effectivement la pensée humaniste qui a été prioritaire? C'est un vrai débat, c'est les deux, c'est une combinaison. Et la construction de l'idéologie raciste, elle vient d'où? Elle vient de là aussi. Et donc, si on veut déconstruire et effectivement mener ce combat antiraciste, c'est là où je reviens à cette notion de récit historique. C'est essentiel d'aller mettre le nez dans l'histoire. C'est essentiel. J'avais une question concernant en fait, la controverse avec les ouvrages de Eric Williams et de Seymour Drescher. En fait, est-ce qu'il y a eu un désintérêt quand ça a été publié ou les gens se sont révoltés en disant mais vous ne vous rendez pas compte, c'est pas vous parler? Comment ça? Enfin, un désintérêt de la part des... du public. C'est difficile de savoir. En fait, bon, dans la communauté intellectuelle, quoi, dans la communauté... Ah non, il n'y a pas eu un désintérêt. Je pense qu'ils ont... Enfin, tout le monde a été très très choqué par la position d'Eric Williams, parce que quand même, il faut dire que, bien entendu, c'était quand même plus gratifiant de valoriser le travail des abolitionnistes que de parler de considérations bassement matérielles comme des facteurs économiques. Et voilà, donc ça a choqué quand même énormément les historiens. C'est l'État noir. Et oui, alors en plus de ça, mais bon. C'est un historien noir qui écrivait en 1944, je pense que c'était... Oui, oui. Alors, non, toujours pas, parce que moi je m'aperçois que même quand on lit Hugh Thomas, il faut qu'il ridiculise Eric Williams. Alors voilà, on aime bien le ridiculiser. Alors évidemment, moi je l'ai lu, j'ai lu cet ouvrage en entier de Eric Williams, et c'est vrai, ça a un petit côté maintenant un peu dépassé, bien sûr, parce que c'est écrit en 1944, c'est une prose marxiste très enthousiaste, alors qu'il est nationaliste noir. Enfin, c'est un cocktail intéressant quand même. Bon, mais bien sûr, mais les idées qu'il met en avant et les arguments qui sont en avant ne peuvent pas être balayés d'un... Et surtout, il avait suivi les débats, il a décortiqué les débats. Complètement. C'est vraiment inscrit dans une recherche tout à fait en archives. Il a étudié les archives, totalement. Il cite ses archives, je veux dire, ça c'est irréprochable. Oui, c'est exactement. Mais voilà, le ton qu'il emploie parfois, et évidemment... Alors, on était déjà dans un discours presque post-colonial où l'Empire écrivait tout à fait. Une lettre ferme à la mère patrie. Voilà, alors il ridiculise Wilberforce en disant qu'il est efféminé, qu'il a une voix de rossignol, etc. Alors évidemment, tout ça, ça agace. Bon, mais à côté de ça, il a quand même une réflexion qui est intéressante, quoi, voilà. Il y avait une question. Oui, pardon. J'ai une question qui porte sur l'importance des rebellions. Notamment, on en avait parlé pour la deuxième campagne. Pourtant, il y en a eu lors de la première campagne, notamment Antigua et Jean-Marie. Oui. Et pourquoi est-ce que l'impact n'a pas été aussi... Parce que c'était pas comparable quand même. Il n'y a pas eu... Non, il n'y a pas eu autant d'esclaves, et puis elles ont été tout de suite étouffées. Voilà. Ça a été des petites émeutes. Mais bien sûr, il se passait quelque chose. Mais vraiment, les deux révoltes qui ont entraîné quand même d'un côté 10 000 esclaves, après 20 000 esclaves, on parle quand même, c'est beaucoup plus important, voilà. C'est vrai. Et puis la violence contre l'homme blanc aussi, parce que du coup, la mort du missionnaire de Smith, c'était sacrilège. Mort d'esclaves, c'était pas très grave, non, parce que l'information ne circulait pas en Europe, mais à Londres. Tout à fait. Le fait qu'il y ait eu des missionnaires qui aient été impliqués, voilà, et pas uniquement des... Ça c'est... Absolument, ça a dû être un facteur, ça c'est vrai. Oui. À propos du marronnage, est-ce que vous pourriez juste parler un petit peu des guerres maronites? Oui, je vous en ai pas parlé, c'est vrai, c'est encore un autre sujet. Oui, mais je crois qu'elles ont été importantes aussi, mais disons que ce qui a été le facteur déterminant, je pense que quand même ça a été plutôt cette Christmas Rebellion, ça a été, mais le marronnage ça s'est étalé effectivement dans le temps, dès le 18e, 19e siècle, c'était un phénomène continu. Dans les esclaves marrons, si jamais dans la salle il y en a qui ne connaissent pas, c'était les esclaves fugitifs.
Et donc il y a eu le petit marronnage et le grand marronnage. Alors à la Martinique, on parlait de petit marronnage, à Guadeloupe aussi, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où se cacher, donc ça a été un phénomène très limité. Mais à la Jamaïque, où il y avait beaucoup plus d'espace, effectivement, il y a eu ce qu'on a appelé le grand marronnage, où les esclaves arrivaient à s'échapper, à ne pas être retrouvés, à se cacher. Mais bon, voilà, et ça n'avait pas énormément d'impact, bien sûr, sur les campagnes abolitionnistes. Il y a une question de visibilité aussi. Mais je pense quand même qu'il y en a eu quelques-unes, au moins 2 importantes dans les années 1780, et qui quelque part ont fait peur. Parce que quand Haïti a commencé en 90, on s'est dit, ah, attention, nous aussi on a le potentiel de voir des explosions, on va dire, d'esclaves libres, libérés, enfin qui se sont libérés. Et les rumeurs couraient aussi qu'il y avait beaucoup d'Irlandais qui traînaient dans les parages, voilà, c'est ça. qui avaient instruit les esclaves donc, qui s'étaient réfugiés on va dire, dans le maquis, qu'on leur passait des informations sur le discours révolutionnaire, sur, etc. Donc c'était un potentiel on va dire, d'explosion qui a fait peur quand même. Tout à fait. Vous avez parlé de Sam Charles, dont j'ai parlé sur la poésie Le Carré. Oui. Il y a une héroïne de cette époque-là, des guerres maroniques, qui est Nani, la reine des Marrons, des personnages de cette époque-là, qui sont des esclaves. Qu'on a conservé dans la mémoire orale populaire. Ça, c'est très intéressant, parce que... Comme on avait aussi accusé Wilberforce d'entretenir une correspondance avec Haïti, de fomenter un petit peu des rébellions. Donc c'est un petit peu on connaissait quand même cette information-là. Et il y a tout il y a le journal de la femme du gouverneur, Lady Nugent. Je ne sais pas si vous connaissez ça à la Jamaïque. Elle tient son journal quotidien et elle parle sans arrêt. Donc elle parle pas tellement des marrons, elle n'en parle pas beaucoup, mais alors elle parle de Haïti. Elle a peur de la contamination. Elle a énormément de ça. C'est en 1800 qu'elle écrit son journal. Juste voilà. Bon, c'est l'heure d'apéritif. On n'en a pas à vous offrir, mais il y en a peut-être qu'on les rendez-vous. Voilà, merci beaucoup pour votre présence. Donc le mois prochain, c'est Madame Hernandez qui parle de Cuba. Le 8, c'est ça, donc le 8 mars. Entre-temps, je vous propose de venir nous écouter aussi. On travaille sur les migrations françaises vers le Canada. Et le vendredi 4 mars, de 16h à 18h, on va faire des séances plénières avec des collègues canadiens qui seront là et qui ont travaillé sur la migration de la région nantaise et vendéenne vers le Canada. Donc vous trouverez l'information il y aura un bulletin francophonie qui va sortir fait par la mairie de Nantes là bientôt, et c'est indiqué dedans. Sinon, si vous ne trouvez pas, c'est à l'UFR Odontologie le vendredi 4 mars à 16h, de 16h à 18h, entrée libre. Odontologie, c'est place Ricordo, vous voyez, après l'hôtel Dieu là. Donc vous êtes très cordialement invités, c'est des collègues très intéressants et voilà, c'est une séance publique de chercheurs qui ont travaillé sur la région en tout cas. Voilà, donc à bientôt. Et merci au professeur Cécile Révaugier d'être venu nous instruire de toutes ces lumières. Merci pour votre